Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la foire du livre de Brive. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bienvenue dans cet espace Corrèze Télévision. L'émission est en direct sur Corrèze TV sur YouTube et France Bleu. Alors il nous reste, c'est bientôt la fin de ce festival, mais il nous reste encore de belles rencontres avant la clôture du festival. J'ai la chance, moi, d'avoir à mes côtés trois auteurs au profil assez varié. J'ai autour de moi un dramaturge qui a tout de même plusieurs romans à son actif, Antoine Rôle, qui est juste à ma gauche. Bonsoir Antoine. Bonsoir. On va parler avec vous de votre dernier roman, La danse des vivants, chez Albin Michel. On retrouve dans ce roman un personnage, Charles, qui se réveille amnésique dans un hôpital militaire en 1918, vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale. Il va vite devenir un pantin, une marionnette des services secrets, d'abord français puis allemand, je ne vais pas en dire trop. On va en parler ensemble. J'ai également à mes côtés Nils Labuzan. Bonjour Nils. Bonsoir, bonjour. L'auteur d'un premier roman, vous l'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ouais, je pense qu'on vous entend. Auteur d'un premier roman au très beau titre, Cartographie de l'oubli, chez J.C. Lattès. C'est l'histoire d'un génocide, le premier du XXe siècle, qui se déroule dans le sud-ouest africain, aujourd'hui la Namibie, et perpétré par l'Empire allemand. On a deux points de vue, celui d'un soldat qui participe presque malgré lui, c'est un soldat à ces massacres, et celui d'un jeune métis, le point de vue d'un jeune métis en 2004, qui s'interroge quant à lui sur son identité, sur son passé, celui de son pays, mais aussi le sien. Et enfin, bonsoir Romain Slocombe. Bonsoir. Je dis auteur, mais vous êtes aussi illustrateur, photographe, réalisateur. C'est tout de même d'un roman dont on va parler, dont il sera question ce soir, l'affaire Léon Sadorski, publié chez Robert Laffont. Alors c'est l'histoire d'un salopard intégral pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation. C'est un excellent flic, l'un n'empêche pas l'autre, on peut être un salopard et un excellent flic. Alors l'histoire se passe pendant l'occupation, entre Paris et l'Allemagne nazie. Le job de Léon, c'est assez simple, c'est de chasser les Juifs à Paris. Alors trois auteurs différents mais dont les livres se rejoignent. Ils abordent tous les trois l'histoire avec un grand H et interrogent, on va voir ça ensemble, ce qui forge notre identité peut-être. Alors j'ai une première question peut-être pour vous Nils. Alors n'hésitez pas, je vous pose une question à chaque fois à l'un d'entre vous, mais n'hésitez pas à rebondir, à participer si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rebondir sur ce que dit l'un de vos camarades. Alors Nils, Cartographie de l'oubli, votre premier roman, j'aimerais savoir comment il est né. C'est l'histoire de ce pays, la Namibie, dont les peuples ont été victimes de la barbarie qui vous intéressait, ou est-ce que c'est plutôt l'histoire de l'Europe, de ce Second Reich, qui est coupable du génocide ? Qu'est-ce qui vous intéressait ? Alors, c'était le point de départ du livre, ce qui a vraiment motivé l'écriture, ça a été la notion, c'est comme on retrouve dans le titre Cartographie de l'oubli, ça a été la notion de mémoire. C'était de découvrir qu'il y a eu, au tout début du XXe siècle, un premier génocide sur un territoire allemand, et c'était les méthodes qui vont être employées, les méthodes militaires qui vont être employées par ces Allemands, qu'on va retrouver ensuite au fil du XXe siècle. Et c'est un génocide qui était complètement passé, qui est passé inaperçu, à la fois à cause de l'histoire de la Namibie, qui est ensuite devenue sud-africaine et qui a eu une histoire très lourde, et par une volonté européenne de complètement laisser de côté cette histoire. Et donc ça a été vraiment l'idée, moi, de se rendre compte que nos identités, finalement, celles qui ont défini ce XXe siècle, étaient peut-être nées sur un territoire inconnu à l'époque, qui était un grand désert, un vaste désert en Afrique australe. Et donc c'est ça qui a vraiment motivé l'idée d'écrire. Mais vous connaissiez déjà très bien cet épisode, ou vous l'avez un peu découvert en essayant d'écrire un peu dessus ? Non, j'ai découvert d'une manière détournée. Alors c'est rapidement en connaissant la colonisation allemande qui avait eu au sud du Chili, quelques 40 ans plus tôt. Mais qui s'était fait d'une manière complètement pacifique. Le Chili avait invité des familles allemandes à peupler le sud du pays pour créer une unité territoriale. Et donc je me suis intéressé à partir de là aux colonies allemandes. Et de se rendre compte que 40 ans plus tard, les Allemands partaient. Et l'histoire était très romanesque parce qu'ils envoient 19 ou 20 soldats au départ, dont donc fait partie le personnage principal. Et ça finit en une quinzaine d'années avec des dizaines de milliers de soldats qui sont envoyés et avec des gouverneurs qui se succèdent et des méthodes, on va dire, de plus en plus dures et des décisions de plus en plus violentes. Donc c'était Alors Romain Slocombe, vous avez déjà abordé la Seconde Guerre mondiale, notamment dans Monsieur le Commandant, qui est un livre qui avait été très remarqué. Dans l'affaire Léon Sadorski, elle est également d'ailleurs. C'est une période qui se passe, donc l'action se déroule pendant l'occupation. C'est une période qui a encore beaucoup de choses à nous dire. Oui, je m'y étais intéressé par le biais effectivement de ce roman. Et j'ai découvert en fait après la publication de Monsieur le Commandant qu'un des protagonistes qui a un rôle secondaire, qui est un policier des renseignements généraux qui vient faire chanter mon personnage principal parce que la police était assez malhonnête,
je savais qu'il avait vraiment existé, mais là qu'en fait il a laissé un rapport qui est conservé aux archives nationales à Pierrefitte et de plus de 130 pages où, avec quelques fautes d'orthographe et des fautes de virgule, il raconte une aventure assez extraordinaire qui lui est arrivée. Il a été arrêté par la Gestapo et il a passé 5 semaines à Berlin. La nuit au dépôt de la présidence de la police de l'Alexanderplatz et les jours interrogé, pas torturé du tout, mais interrogé par ses confrères allemands. Et comme c'est un flic d'IRG, il a laissé un rapport très très précis, ce qui est une mine de détails pour un romancier évidemment. Et ce type, il était également connu comme le bouffeur de juifs et il dirigeait le rayon juif. En fait, il y avait beaucoup de services de police concurrents et tous les services avaient leur rayon juif ou anti-juif en fait. Et ce type, et là on peut dire que c'était vraiment un salaud, il rajoutait sur les fiches d'arrestation de juifs, arrestations faites parce que c'était des juifs dont les papiers n'étaient pas en règle par exemple, ou qui n'avaient pas le tampon juif, ou qui avaient des faux papiers, ou qui étaient soupçonnés de quelque chose, il rajoutait systématiquement sur les fiches des hommes communistes, membres de la 3e internationale, éléments dangereux pour l'ordre public. Et il faisait ça parce que ces gens-là allaient se retrouver en priorité sur les listes d'otages à fusiller. Et on lui réclamait également, les Allemands réclamaient des listes. Et ça m'a amené à me pencher sur le problème justement de la politique des otages et du fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les résistants étaient populaires. En fait, ils étaient extrêmement mal vus, en dépit de leur héroïsme, parce que à chaque fois qu'un soldat allemand était tué, Hitler avait décrété que la vie d'un soldat allemand équivalait à entre 50 et 100 vies de Français. Et donc, il y avait des exécutions massives à partir de 41 et surtout au printemps 42. Et donc, tout à coup, on avait quelque chose qui nous rappelait une situation actuelle avec des terroristes et un État qui réagit à sa manière contre le terrorisme et avec des analogies très frappantes, même si ce ne sont pas les mêmes terroristes. On va un peu parler justement de l'actualité de vos romans, en quoi ils interrogent notre actualité. Antoine Rau, on suit dans votre roman un personnage amnésique, on va revenir un peu plus tard sur son amnésie, mais pourquoi avoir voulu le placer dans ce contexte de la fin de la Première Guerre mondiale? C'est cette période-là qui vous intéressait particulièrement? Oui, c'est une période qui m'intéressait particulièrement parce que je trouve qu'elle est un peu comme un miroir du temps présent. Il me semble que la Première Guerre mondiale, c'est le moment où on passe finalement au XXe siècle. Stefan Zweig disait le monde d'hier pour parler de celui de juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai, c'est le moment où tout bascule. Et on sort de cette guerre plus bouleversé encore que pendant la guerre. Les peuples sont à la recherche de leurs identités. Les nationalismes sont très forts. Donc c'est une source de déchirement. Et en fait, on ne fait pas une juste paix. En dépit de tous les efforts, le traité de Versailles est perçu par les Allemands comme quelque chose d'insoutenable. Et donc, au fond, on sort de la guerre dans un contexte où les peuples sont prêts finalement à se retrouver encore face à face. Les Français considèrent systématiquement, avec Clémenceau, que les Allemands sont nécessairement tous belliqueux. Alors qu'il y avait une jeune génération qui a fait la République de Weimar, qui étaient certains des juristes, qui étaient des pacifistes pour certains, qui étaient des sociodémocrates. Et ces gens-là voulaient créer un nouveau régime politique, une démocratie, c'est-à-dire y couper avec l'Allemagne, le Reich de Guillaume II. Mais simplement, on ne leur a pas fait confiance. Et du côté allemand, les Allemands sont absolument persuadés, dans l'immense majorité, et évidemment d'abord l'armée, qu'ils n'ont pas perdu la Première Guerre mondiale. Donc leur idée, c'est de prendre une revanche. Donc toutes les conditions sont là pour qu'on bascule dans la guerre suivante qui va venir 20 ans plus tard. Le maréchal Foch a dit on vient de signer un armistice pour 20 ans. Il avait vu juste, hélas. Voilà. Donc je trouve que cette période bouleversée était une période très intéressante. Le juste après-guerre est un peu moins connu. C'est aussi pour des raisons strictement romanesques que j'ai été vers cette période-là, parce que c'est vrai que les amnésiques de guerre, qui ont inspiré d'ailleurs des écrivains dans la littérature de l'époque, bien avant moi, comme Giraudoux ou Jean Anouilh, on a été très frappés à l'époque par tous ces gens qui ont été des traumatisés psychiques de la guerre, et notamment ceux qui avaient perdu la mémoire. Il y a pas mal de cas célèbres, il y a des historiens qui s'y sont d'ailleurs dans la période récente intéressés, comme Jean-Yves Le Naour par exemple.
Voilà, donc je trouve que ça, cette dimension de l'homme sans mémoire, évidemment, est un sujet romanesque, parce que l'homme sans mémoire, c'est un homme complètement seul. C'est un homme donc un homme avec lequel on est facilement en empathie aussi, puisqu'au fond, il est en quête de lui-même, il est en quête d'amour, de retrouver ceux qui l'ont aimé. Donc voilà, ça c'était la dimension romanesque aussi qui m'inspirait. Cette amnésie, c'est aussi celle de nos sociétés qui oublient peut-être ces événements, ces enseignements. Est-ce qu'il y a une question de bas qui revient souvent, c'est est-ce que l'histoire se répète? Alors je ne vais pas vous poser la question exactement dans ce sens, mais est-ce que vous aviez la volonté, en parlant du passé, de parler du présent? Vous l'avez un peu évoqué, Romain. Alors il y a une phrase par exemple que vous citez de Faulkner: le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Oui, je le pense profondément. Hélas, on voit bien que le traité de Versailles a des conséquences sur tout le XXe siècle, en tout cas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et aussi même après, puisqu'on en tire les leçons en créant une ONU qui est un peu moins mauvaise que la Société des Nations, et un embryon de droit international qu'on développe jusqu'à la fin du XXe siècle. Il me semble qu'aujourd'hui, on entre dans le XXIe siècle. On est de nouveau dans une période de troubles et de bouleversements et d'angoisse qui se traduit un peu partout en Europe par une remontée des mouvements nationalistes, des populismes, avec une volonté peut-être, par peur de ce que représente ce monde incertain, par peur de l'avenir, de se retrouver une identité. C'est cette question de l'identité. Et donc, au fond, on a tendance à simplifier. On a tendance à vouloir simplifier. Les politiques le font parfois par démagogie, c'est-à-dire il y a les bons et les méchants, et finalement on retombe dans un monde assez manichéen, comme on a pu l'être dans cette période des années 20 aussi. Et le roman vous permet peut-être justement de dépasser ces manichéismes qu'ont les hommes politiques? Ça, je sais pas. Moi, en fait, en créant un personnage d'amnésique, en fait, l'idée, c'est qu'au fond, c'est un peu un Candide, ce garçon, puisque, ayant perdu sa mémoire, il a aussi perdu tout ce qu'il a formé. Et il n'est plus de sa naissance, de sa culture, de son éducation. Il est donc d'une certaine façon libéré des préjugés que les autres avaient. Et donc il va traverser la France, l'Allemagne, l'Europe, finalement, en regardant chaque être qu'il va rencontrer comme un semblable, comme un humain, avant de le considérer comme français, allemand, anglais, russe, etc. Et donc ça, je trouvais que c'était évidemment une façon pour moi, par le biais du roman, de plaider pour ce qui m'est cher, c'est-à-dire une forme d'humanisme. Anil, je vous interroge un peu avec la même question sur les enseignements qu'on n'a peut-être pas tirés de cette période que vous évoquez, qui est d'ailleurs une période qui est très peu connue. Oui, les enseignements, c'est vrai qu'il y a des... Alors c'était beaucoup, il y avait... D'abord, c'était sur les territoires indigènes, donc il n'y avait une relation différente avec l'autre individu. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs idées qui ont vraiment forgé en tout cas cette guerre et ce génocide, qui était à la fois l'idée d'espace vital et de pureté raciale, qui vont ensuite définir une grande partie du XXe siècle. Et des enseignements, c'est surtout oui, la mémoire et l'oubli. On voit qu'il y a des méthodes qui vont être les mêmes, qui vont revenir véritablement au fil de l'histoire. Si aujourd'hui il y a des enseignements, je ne sais pas exactement, mais il y en a en tout cas avec l'oubli par exemple, et la mémoire et la capacité en tout cas de laisser de côté une partie de l'histoire qu'on veut pas voir. Un des personnages de ce roman s'interroge beaucoup sur son identité. Vous, c'est des questions que vous vous posez sur l'identité C'est des questions, oui, c'est des questions qu'on se pose toujours. Alors, à travers le livre, c'est des questions qu'on se pose sur finalement l'origine aussi de nos identités. Nous, on a tous vécu avec alors des grands-pères qui ont vécu cette guerre, en tout cas pour moi, et qui est un petit peu le fondement finalement de nos identités. Donc, si on va un peu plus loin, on essaye de chercher un peu plus. Et c'est vrai que l'identité est au cœur aujourd'hui de tout, puisqu'on n'a jamais été finalement aussi connectés, aussi proches les uns des autres. Mais finalement, il y a une sorte de solitude énorme, et c'est difficile aujourd'hui de dire. Moi, je ne peux pas dire je suis simplement français, les origines sont multiples, et le métissage est le résultat de tout ça. Les peuples ont été métissés et mélangés depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, il y a à la fois ce populisme qui remonte d'un côté, et une crise assez vaste et un manque de repères. Et l'idée d'avoir un monde tellement connecté, finalement, fait qu'on s'isole de plus en plus. Donc c'est une question ambiguë, l'identité, aujourd'hui. C'est une question que se pose aussi un peu votre personnage. On ne sait même pas exactement. Il a des ordres de la France, mais aussi de l'Allemagne. Alors oui, il représente tout le dilemme de la police française. C'est-à-dire que au début de 1942, la police française essaye de reprendre la main parce que c'est la police allemande qui a tous les pouvoirs en zone occupée et qui exerce une influence également en zone non occupée.
Et par, entre guillemets, patriotisme ou patriotisme policier, les Français ont dit aux Allemands, non, non, faites-nous confiance, on va faire aussi bien que vous, on peut faire comme vous, on peut coffrer les Juifs, on peut faire ceci, etc. Et donc, et évidemment, ils ont fait, c'est également une société qui s'est effondrée en juin 40, qui a retrouvé un certain espoir avec le maréchal Pétain, et qui vit dans l'illusion que Pétain est le bouclier de la France, et que, en plus, les gens ne savent pas en 1942, sauf ceux qui sont vraiment très au courant, ou qui ont une vision politique d'avenir, ils pensent que le Troisième Reich est là pour longtemps, que l'Europe hitlérienne est là pour très longtemps, et donc que la France a un rôle à jouer, et si justement elle veut reprendre du poil de la bête, si l'on peut dire, elle doit tirer parti de ce qu'ils appellent les erreurs, etc., de la décadence française des années 30, mettre évidemment tout ça sur le compte des Juifs, et participer à l'effort allemand justement de purification ethnique. Sauf que, évidemment, on essaie quand même, on est patriote, c'est-à-dire que ces flics, finalement, comme mon personnage de Sadorski, qui est un personnage vraiment horrible, et médiocre et assez haineux, il est pétainiste et il n'est pas du tout pro-allemand. Il admire les Allemands parce qu'il pense qu'ils ont gagné, que ce sont les plus forts, mais il les considère que ce sont des crétins en même temps. Il se considère que les Français peuvent être beaucoup plus malins que les Allemands, et donc il va passer son temps à biaiser avec eux, à faire croire qu'ils collaborent, etc., à mener ses enquêtes personnelles. Et puis surtout, c'est un fonctionnaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui le principal, c'est le tableau d'avancement, c'est la retraite, c'est la petite vie avec son épouse, etc. Et c'est quelqu'un qui se pose le moins de problèmes moraux possible. Et d'ailleurs, Sadowski, parce qu'il est basé sur un personnage qui a vraiment existé, disait si on se faisait du souci pour tous les sorts, on n'arriverait à rien. Donc, quand on arrête des gens, bon, on fait son travail, on n'essaie pas de réfléchir trop loin. Et donc, c'est en fait un homme qui est extraordinaire à force de médiocrité et qui devient terrifiant parce que ce genre de fonctionnaires, en temps de paix, ne sont pas très dangereux. Ils vont vous coller une contravention, des choses comme ça. Mais en temps de guerre, c'est pas les contraventions. On se retrouve à Drancy, et Drancy, c'est l'antichambre de Auschwitz. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des parallèles finalement entre cette période et aujourd'hui qui peuvent être faits. Vous avez peur d'une situation qui peut arriver où justement de guerres un peu similaires où l'identité est assez perdue? Je pense qu'il y a quand on regarde pourquoi l'immigration des années 30 était mal vue par les Français, ou par en tout cas un certain type de Français, parce qu'il y avait également des gens extrêmement généreux, mais la bourgeoisie française ou la droite française, et quand on lit la presse de l'époque, c'est absolument terrifiant. C'est pas seulement de l'antisémitisme, en fait, c'est la peur des métèques, c'est la haine du métèque. Donc le métèque, ce sont effectivement les Juifs de Pologne qui entre guillemets encombrent les quartiers populaires de l'Est parisien, mais c'est aussi d'autres immigrations, c'est les Arméniens, c'est des gens qui viennent d'Afrique du Nord, c'est les Polonais, ça peut être les Polonais catholiques, ça peut être des Italiens, ça peut être des Espagnols réfugiés de la guerre d'Espagne. Tous ces gens-là, parce qu'il y a énormément de réfugiés dans le sud de la France, c'est pour eux d'ailleurs qu'on a créé tous ces camps de concentration qui se sont ouverts en France. Beaucoup de gens sont dans des camps, et l'administration française les interne parce qu'ils sont indésirables. Et on les accuse, alors que d'une manière totalement injuste, parce qu'en fait, quand on regarde l'immigration juive, par exemple, on s'aperçoit que ce sont des gens qui se sont intégrés en réalité très très rapidement, et qui ont donné des savants, des artistes, des gens d'une qualité extraordinaire. Par contre, on les soupçonnait en fait de tout ce dont on soupçonne actuellement les Syriens, par exemple, pour simplifier, en disant ils sont porteurs du communisme, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de juifs communistes, ils ne s'intégreront jamais, etc., ils viennent manger le pain des Français, etc. Et donc, le même discours réapparaît maintenant, et ça c'est très inquiétant, parce qu'on en est même soi-même victime. Moi, je suis petit-fils d'une juive russe, et quelquefois, quand je regarde les Syriens ou les gens qui couchent dehors à Paris, je me dis, oui, mais les Juifs, eux, ils étaient capables de s'intégrer, mais les Syriens, leur religion, c'est l'islam, ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Donc, on est tous victimes, et on a tous cette problématique qui se pose à nous maintenant.
Alors je change un tout petit peu de sujet. Vous avez tous les trois écrit sur des périodes assez éloignées, même avec toute la documentation possible. Comment retrouver l'ambiance, être au plus près de ce qui s'est passé? Je vous pose peut-être la question, parce que je sais que vous avez pris des sources de journaux de l'époque pour construire cette ambiance. Oui, de toute façon, même si on écrit un roman contemporain, aujourd'hui, mon roman précédent, c'était un voyage d'un personnage qui partait de La Rochelle pour aller à Los Angeles en bateau, en n'ayant jamais fait de bateau avant. Et donc, il suffit de regarder Internet et c'est une mine extraordinaire d'images, de récits, de blogs, etc. Pour l'histoire, c'est vrai que je trouve qu'il faut raconter, quand on écrit un roman, l'histoire au temps présent. C'est-à-dire, il faut essayer de se remettre. L'histoire n'est pas déjà écrite, il faut essayer de se mettre dans la peau des personnages tels qu'ils pouvaient ressentir et penser à leur époque, à l'époque. Donc le mieux, évidemment, c'est de lire des lettres, c'est de lire des journaux intimes, c'est de lire les articles de journaux de l'époque. Pour la période qui m'intéressait, c'est très facile, puisque sur le site, par exemple, de Gallica, la totalité des très nombreux journaux quotidiens français sont numérisés. Donc c'est une manne extraordinaire de documentation. Et puis après, il y a également aussi la littérature de l'époque. C'est vrai que moi j'ai lu, par exemple, pour ce roman, mais même d'avant, puisque ça fait partie des auteurs que j'adore, donc les grands romanciers allemands, Erich Maria Remarque, Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, etc. Voilà, Hans Fallada, tous les grands écrivains allemands de l'entre-deux-guerres, et évidemment qui donnent la couleur, qui donnent la dimension romanesque et humaine. Voilà, il faut faire sentir comment c'était, il faut décrire le Berlin de l'époque, par exemple. Moi, mon roman se passe en partie dans la Baltique, qui est une guerre en grande partie un peu ignorée, qui se passe entre 1918 et 1920, et qui met aux prises à la fois les Allemands, les nationalistes lettons, estoniens, et également les Russes, à la fois les Russes blancs, tsaristes, qui essayent de remettre l'empire russe en place, et l'armée rouge, la jeune armée rouge, donc commandée par Trotsky. Voilà, donc pour décrire tout ça, il y a par exemple, j'ai puisé aussi dans Ernst von Salomon, un roman qui s'appelle Les Réprouvés, qui est en fait totalement autobiographique, puisqu'il s'est engagé dans ce qu'on appelait les Freikorps, les corps francs. Alors c'est très important je trouve de toute façon que une des clés du roman, c'est de donner à voir. Il faut tout de suite il faut caractériser, il faut qu'on visualise où on est, enfin il faut qu'on sente. En fait, il faut omettre aucun détail d'une certaine façon si on veut d'abord pour soi-même trouver que l'histoire est intéressante, et donc si on l'aime, sa propre histoire, on a peut-être une chance que les lecteurs l'aiment à leur tour. Voilà, il faut être très, très précis dans la description. Niels, je vous pose un peu la même question. Est-ce que vous avez peut-être eu moins de sources, moins de documentation pour cette période? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Alors il y avait il y a eu des sources, il y a eu un livre écrit par un Français qui était intéressant pour moi. Après, il y a des sources sur Internet, beaucoup qu'on trouve, beaucoup en anglais, en allemand, mais alors moi je ne parle pas et je ne lis pas l'allemand. Mais on trouve des sources, on trouve en tout cas les événements marquants. Et il y a des lettres très intéressantes qui ont été écrites entre les gouverneurs et les généraux allemands et les chefs indigènes, qui sont des lettres vraiment très intéressantes, qui éclairent beaucoup. Et ensuite, l'intérêt pour nous d'écrire un roman, c'est de pouvoir entrer dans la grande histoire par des personnages. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Il fallait aussi poser l'idée du personnage principal qui est Jacob. Lui, il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne connaît pas. Il est issu d'un empire allemand qui est un jeune empire. On lui dit qu'il va être la fierté de cet empire. Et il ne connaît pas évidemment les massacres à venir. Il ne connaît pas la guerre de 14, encore moins les camps de concentration qui suivront. Et donc c'est ça aussi l'intérêt pour moi. C'était de se plonger là-dedans et de se détacher un petit peu ensuite par cette histoire personnelle de la grande histoire. La grande histoire, finalement, ça reste... Les enjeux étaient différents de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde. C'était coloniser une terre, en faire une terre de peuplement. Ça s'avérait une terre très riche. Et il a fallu faire place nette pour pouvoir s'installer sur le long terme. Ensuite, il y avait une partie, moi, qui est peut-être différente des deux autres livres. La Namibie, en tant que pays et nation, était très importante pour moi. Donc, je suis allé sur place pour rencontrer des gens, pour rencontrer des descendants, alors Herero et Nama, les peuples qui ont été sacrifiés. Et le territoire a vraiment une place très importante. À la fois, ce désert, c'est deux déserts qui se font face. C'est un territoire où on se sent très vulnérable, c'est très dur à vivre, tout en étant vraiment très beau. Et donc, il y avait cet aspect-là qui était important pour moi du livre, vraiment important. Romain, vous indiquez, vous, dans votre livre, toutes vos sources utilisées. C'était nécessaire d'être le plus exact possible pour retranscrire tout ça. Est-ce que... Oui, évidemment, j'essaie d'éviter toutes erreurs, mais
un peu comme ce que vous disiez sur les journaux d'époque, c'est également ce que j'emploie, c'est-à-dire les journaux intimes, les récits, etc. Et souvent j'utilise un récit, par exemple, des gens ont vraiment été assis à telle terrasse de café, place de Clichy, tel jour en avril 1942 ou en mai 1942. Et moi, je vais utiliser en fait ce détail pour placer mon personnage en fait à côté sur cette même terrasse de café. Et donc, du coup, j'aurai même l'atmosphère de la place Clichy et il pleut dans mon roman comme il a plu dans la réalité ce jour-là. Et j'essaye également justement au niveau des dialogues de ne pas faire d'anachronisme. Quelquefois je cherche même des histoires drôles qui circulaient à Paris à l'époque, que je cite dans la conversation entre les gens. Et puis j'ai fait beaucoup de recherches dans les archives de la préfecture de police et dans les comptes rendus des procès d'épuration de tous ces policiers. On apprend quand ils sont en train de s'engueuler un peu devant les juges qui sont des résistants et qui s'engueulent, et quelquefois des flics ayant été résistants et qui jugent leurs anciens collègues, ils se disputent un peu, ils rejettent la faute sur les autres et du coup ils emploient du jargon policier de l'époque. Donc j'apprends des expressions comme ramener des crânes, ce qui voulait dire opérer des arrestations, chercher des affaires, des choses comme ça, et affaire au sens faire un coup pour un policier. Et puis aussi, on peut trouver des sources totalement par hasard, parce que souvent quand on écrit un roman, il y a une sorte de bon Dieu qui est là derrière votre épaule et qui vous met le nez sur un livre chez un bouquiniste, etc. Et j'avais par exemple le récit d'un Polonais qui s'appelle Andrzej Bobkowski, qui s'est retrouvé coincé à Paris avec sa jeune femme toute la durée de l'occupation. Il a laissé un journal qui est absolument fascinant. Et où on apprend, il y a vraiment plein de choses qui donnent vraiment la couleur locale, c'est-à-dire les accidents de vélo la nuit à cause du blackout, le nombre de métros, le fait qu'au cours, par exemple sur l'occupation, si on lit dans telle source historique qu'il y avait que les métros étaient comme ça, en fait d'une année à l'autre ça peut changer. Donc il parle de la diminution des wagons, enfin des voitures, du métro. Il donne les temps d'attente en heure creuse et les temps d'attente en heure de pointe entre deux trains, des choses comme ça. Parce que je voulais que dès le premier chapitre où mes personnages, ce couple se réveillent dans leur appartement face à la Seine, et que ce flic et son épouse, ils entendent même les bruits de l'époque. Et dans ce genre de livre, j'apprenais que, par exemple, à cause comme il n'y a pas d'essence, il y a très peu de véhicules qui circulent, même les véhicules allemands sont assez peu nombreux. Donc du coup, la ville est silencieuse comme un gros bourg de province. Paris est silencieux et on entend les cloches. Et chaque fois que les cloches de toutes les églises sonnent en même temps, il y a un boucan d'enfer de cloches par-dessus. Et pendant les intervalles de silence, on entend un grondement et c'est le métro, on entend le grondement. Voilà, donc je voulais donner toutes ces petites notations pour que dès le premier chapitre, le personnage se dise « Là, je suis en avril 1942 et je suis pas maintenant ». Alors vous mettez tous, peut-être je vais d'abord m'adresser à Niels, vous mettez en scène un jeune homme qui participe à des exactions, même si lui ne les cautionne pas forcément, il est assez lucide sur ce qui se passe. Alors vous connaissez l'histoire, la façon dont les événements dans lesquels les personnages sont plongés, vous connaissez l'issue. Comment éviter les jugements sur votre personnage et sur ce qui se passe ? Comment éviter les jugements? Alors encore une fois en se mettant à la place d'un jeune homme qui a 19 ans quand il arrive, qui au départ part avec les intentions sont plutôt, ce ne sont pas des intentions nobles, mais à l'époque, bon, tous les pays voisins avaient des colonies, donc lui arrive là-dedans, on lui dit que c'est bien ce qu'il fait, et il va se retrouver rapidement écrasé par cette structure. Mais ce que je voulais, c'était évidemment pas faire un livre à charge contre les Allemands, c'était pas du tout juger ou montrer ce qu'il y a eu avant. Et d'ailleurs, les Allemands font un travail, maintenant de mémoire, commencent à faire un travail sur ce génocide. Il y a un an, il a été reconnu officiellement et ils travaillent sur un traité avec la Namibie pour reconnaître, donc ça c'est important. Mais c'était prendre vraiment l'histoire du côté romanesque, justement. Se détacher de l'histoire, essayer de ne pas avoir donc, de jugement, et travailler un personnage qui va être finalement plongé dans une situation qu'il dépasse et oublier. Moi, j'essayais vraiment d'écrire cette partie en oubliant finalement d'une certaine manière ce qui suivra en Europe et de se focaliser aussi, d'essayer de revenir souvent par l'histoire contemporaine, qui était un petit peu finalement un fil de dialogue entre les deux personnages, qui est finalement un dialogue donc, entre deux hommes qui vont se voir leur vie bouleversée et qui essayent de construire la sienne tout en se détachant d'une certaine emprise, et l'autre essaye de la vivre à l'envers. Donc c'était vraiment le dialogue entre les deux, moi, qui m'a motivé en tout cas à ça. Et c'était de se focaliser sur la Namibie aussi de temps en temps, pour revenir dessus et se dire, voilà,
le pays a traversé de nombreuses crises qui ont été toutes en plus un reflet à chaque fois de l'histoire en général, jusqu'à l'indépendance qui a été un conflit entre le bloc de l'Ouest et de l'Est. C'était une histoire assez folle. Donc c'était de cette manière. Antoine, vous êtes dramaturge. Vous avez choisi la forme du roman pour cette histoire. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à travers un roman. Pourquoi avoir choisi ce médium, ce médi ? Oui, bien sûr. Pour moi, la forme et le fond sont totalement liés. Le théâtre, c'est le lieu du langage, c'est le lieu du dialogue, c'est le lieu du débat, d'une certaine façon. Je pense que la scène est relativement intellectuelle. Et c'est aussi le lieu du rire, parce que le rire est très communicatif, et donc dans une salle, finalement, on rit à plusieurs. Le roman, pour moi, c'est beaucoup plus... Enfin, maintenant, ça devient la forme d'expression qui m'intéresse, qui me passionne le plus, à laquelle j'ai envie de consacrer le plus de temps, parce que c'est une multiplicité d'écritures possibles. C'est-à-dire que, évidemment, dans un roman, on peut tout s'offrir. On peut écrire un péplum gigantesque, on peut voyager à travers toute la Terre, on peut avoir 1000 personnages. Et c'est aussi le lieu où on peut être le plus intime, puisqu'on fait entendre la voix intérieure, la pensée des personnages. On plonge au cœur vraiment de l'intimité de chacun. Donc c'est ça qui est absolument passionnant dans l'écriture romanesque. Romain, votre roman, il est publié dans une collection de polars. Oui. Ça change quelque chose dans la manière de raconter cette période, d'en faire un polar ? En fait, pour moi, je suis plutôt un écrivain de romans noirs, c'est-à-dire une certaine tradition romanesque qui va de je sais pas quoi, du roman américain au Mystère de Paris de Léo Malet, par exemple, ce genre de littérature, ou à Georges Simenon. C'est une littérature qui est assez pessimiste, qui voit le monde comme quelque chose de sombre, et qui c'est pas comme un roman policier classique où finalement il y a un meurtre au début, à la fin on arrête le coupable et tout redevient rose comme avant. Pour moi, c'est pas du tout ça. Donc je suis un petit peu entre guillemets transgenre, c'est-à-dire que il y a un aspect historique dans mes romans, il y a un aspect purement littéraire au niveau du travail du style et du genre d'histoire que je raconte, un aspect policier, mais j'ai fait exprès par exemple pour que le crime, parce qu'il y a un crime, il y a une très jeune femme qui est assassinée et dont on retrouve le corps, mais au milieu du roman, que la partie enquête, si enquête il y a, ne va démarrer qu'au milieu du roman, et c'est juste un aspect de la routine du travail de Sadorsky. Mais c'est basé sur une réalité sociale aussi et de l'époque. Et tout à fait par hasard, quand je faisais mes premières recherches aux archives de la préfecture de police, le premier dossier que j'ai fait monter Le forum est un peu bruyant. Oui. Je suis tombé sur le dossier aux archives de 2 jeunes femmes alsaciennes qui avaient des relations sexuelles avec les militaires allemands. Donc il y avait leur nom, il y avait toute la surveillance dont était l'objet. Et ces 2 jeunes femmes me fascinaient, ces 2 sœurs. Et j'ai eu l'idée que l'une d'entre elles aurait été assassinée, et je les ai mêlées à un trafic, etc. En fait, c'est une collection effectivement où il y a des thrillers, mais où il y a aussi d'autres choses comme le roman Maestra, qui est un roman anglo-saxon plutôt érotique. Pour moi, la collection où ça sort, c'est pas le plus important. Ça peut jouer beaucoup au niveau des ventes, parce qu'il y a des collections qui marchent et d'autres qui marchent pas. Celle-là marche plutôt bien. Mais pour moi, je suis un auteur de récits sombres, de récits violents, qui parlent à la fois du présent, qui parlent du passé. Mais c'est en France qu'on a tendance un petit peu à donner des étiquettes à tout le monde. Mais je voudrais pas même s'il n'y a aucune honte à faire des policiers, mais je ne suis pas un auteur de romans policiers au sens strict. Nils, je lisais en introduction votre premier roman. Est-ce que vous avez envie de continuer à interroger un peu l'histoire pour parler du présent dans vos prochains ? Oui, si, j'ai envie d'interroger l'histoire. Il y en a un deuxième livre en préparation qui a un côté un peu moins, qui a des côtés historiques, mais qui sera moins la grande histoire. Voilà. C'est en construction donc pour le moment, mais oui, c'est l'histoire évidemment et une source très riche. Eh bien, merci à tous. Vous êtes présents encore sur vos stands pour dédicacer vos ouvrages. Merci beaucoup. Antoine Rau, donc La danse des vivants chez Albin Michel. Nils Labuzan, qui a publié chez J.C. Lattès Cartographie de l'oubli. Et Romain Slocombe, donc c'est l'affaire Léon Sadorsky, publié chez La Bête Noire. Merci. C'est Robert Laffont. Merci. Beaucoup.